Voilà, nous allons ouvrir à présent ce conseil en désignant une secrétaire de séance qui sera, dans l'ordre alphabétique, Madame Aurore Lambert. Je procède à l'appel nominatif des conseils municipaux. Donc, M. Biacanet, absent, excusé, donne son pouvoir à Mme Élise Serin. Carapanou, Alexandre Garcia, Aurore Lambert, Michael Litière, Élise Serin, Stéphane Mallard, Anne-Marie Lecor, Yann Hoffman, Gérard Arzumanoff, Tarek Carvalho, Marie Escribano absente donne son pouvoir à Alexandre Garcia, Emmanuel Schoutem, Olivier Gerbeau, Céline Daher, Dominique Plan, Miguel Angeon, Louisa Valdegassas, Nicolas Novazic, Caroline Autriche, Ludovic Serin, Gina Sanchez, absente, excusée, me donne son pouvoir. Laura Riaz, Lionel Seilenbinder, Christine Fouet, Grégory Zerjab, Gervaise Assemini, Ashwin Donald, Laurent Moutenot, Josène Simon, présent. Joël Devos, à moi-même. donne son pouvoir à Monsieur Moutenot. Charles Préau, Présent. Sophie Deporte, Jean-Jacques Husson, Marie-Claude Rebriand, Jérémy Michalon, Créole Chatat Chouadel, excusez-moi si j'ai eu du mal, Emmanuel Fortin. On ne va pas pouvoir, comme d'accoutumé, approuver le dernier PV du conseil municipal précédent, puisque l'entreprise qui se charge de la retranscription n'a pas encore eu la possibilité de finaliser le PV. Je vais vous lire l'ordre du jour du conseil de ce soir. Donc, les délibérations sont les suivantes. Ressources humaines, exercice du droit à la formation des élus locaux. Si vous souhaitez intervenir sur une délibération, merci de me le faire savoir. Deuxième délibération, fixation du taux des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués et vote des majorations. Monsieur Préau. Madame Fortin. Ressources humaines, remboursement des frais de mission et des déplacements des élus locaux. Monsieur Moutenot. Commande publique, modalité de dépôt des listes concernant l'élection des représentants de l'Assemblée délibérante à la commission d'appel d'offres CAO et commission de délégation de services publics CDSP. 5. Constitution et composition de la commission d'appel d'offres. 6. Constitution et composition de la commission de délégation de services publics. 7. Constitution de la commission communale pour l'accessibilité. 8. Détermination du nombre d'administrateurs. 9. Désignation des administrateurs issus du conseil municipal. Madame Fortin. 10. Désignation des représentants de la ville au conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes et pas de Richard. Madame Fortin. 11. Désignation des représentants du conseil municipal dans les établissements scolaires du second degré. 12. Désignation des représentants du conseil municipal à l'école régionale du premier degré. 13. Désignation des représentants du conseil municipal à l'école Saint-Joseph. Fortin. 14. Désignation des représentants du conseil municipal dans les établissements scolaires primaires. 15. Théâtre Simone Signoret. Désignation des membres du conseil d'administration de la régie personnalisée. Monsieur Moutenot. 16. CNAS, désignation du délégué pour représenter la ville au Comité national d'action sociale. 17. Syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Germain-en-Laye, section Fourrière, élection des représentants communaux. 18. Désignation des représentants de la commune au sein du comité syndical du CIFUREP. 19. Désignation du correspondant défense pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine. 20. Désignation du représentant de la ville de Conflans-Sainte-Honorine au sein des instances de la CPL Citalia.
20, désignation du représentant de la ville de Conflans-Sainte-Honorine au sein du groupement d'intérêt public GIP Maximilien. 22, création du comité consultatif des marchés forains. Et 23, normalement, question orale, mais nous n'avons pas reçu de question orale de l'opposition. Donc, nous en prenons acte. Nous allons pouvoir démarrer. Est-ce que vous aviez des questions concernant les décisions qui ont été prises dernièrement? Non. On y va. Alors, les délibérations 1, 2, 3 vont être présentées par M. Stéphane Mallard. C'est bon? Bonsoir Monsieur le maire, mesdames et messieurs. Les membres du conseil municipal ont droit à la formation adaptée à leur fonction. Le droit à la formation est individuel en dehors de toute appartenance à un groupe du conseil municipal. Qui plus est, une formation est obligatoirement organisée dès la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. À ce titre, dans le trimestre qui suit son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice de ce droit, en déterminer les orientations ainsi que les crédits ouverts à ces propos, crédits qui constituent une dépense obligatoire. Ces dépenses de formation des élus ne peuvent être inférieures à 2%, ni supérieures à 20% du montant total des indemnités de fonction pouvant théoriquement être allouées aux membres du conseil municipal considéré. Le crédit de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice doivent être affectés et cumulés en totalité avec le budget de formation des élus à l'exercice suivant. Pour l'élu partant en formation, les frais de déplacement et de séjour donnent lieu à un remboursement dans les conditions et modalités fixées par un décret. Par ailleurs, les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la commune dans la limite de 21 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Les dépenses de l'enseignement sont prises en charge par la commune à condition que l'organisme qui les dispense bénéficie d'un agrément délivré par le ministre de l'Intérieur. La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet du ministère de l'Intérieur ou disponible en préfecture. Sous cette réserve d'agrément, l'élu fait librement choix de son organisme de formation. Le maire est néanmoins en droit de refuser une demande de formation d'un conseiller municipal si celle-ci n'a aucun lien avec l'exercice de son mandat et ou si l'organisme de formation souhaité n'est pas agréé par le ministère de l'Intérieur. Enfin, le congé de formation est fixé à 24 jours par élu et pourra, pour la durée du mandat, et ce, quel que soit le nombre de mandats détenus par l'intéressé. Ce congé de formation est indépendant des autorisations d'absence et crédits auxquelles les élus ont droit par ailleurs. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'inscrire au budget principal une enveloppe annuelle dédiée à la formation des élus municipaux égale à 2% du montant total des indemnités de fonction pourrait être alloué aux membres du conseil municipal. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. De préciser que les formations relatives à l'exercice de mandat doivent être dispensées par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur et que la prise en charge de la formation des élus sera subordonnée à la demande préalable de remboursement précisant l'objet de la formation et l'adéquation avec la fonction élective exercée pour le compte de la collectivité, ainsi qu'à la fourniture d'un état de justificatif de dépenses. De préciser que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits seront affectés en totalité au budget de l'exercice suivant sans pouvoir être reportés au-delà de l'année en cours dans laquelle interviendra le renouvellement de l'Assemblée délibérante. Merci. Merci, Monsieur Mallard. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité. Adopté. Nous allons passer à présent à la délibération numéro 2. Monsieur Mallard, à vous. Merci, Monsieur le maire. 11 adjoints au maire et 17 conseillers municipaux délégués disposent d'une délégation. Il y a aujourd'hui lieu de voter dans un premier temps et par un premier article le montant des indemnités allouées aux élus du conseil municipal dans la limite de l'enveloppe globale indemnitaire de base autorisée et dans un second temps et par un deuxième article les majorations prévues par la loi. L'enveloppe globale de la base indemnitaire autorisée est déterminée à partir de la strate de la population de la commune
et de barèmes qui s'appliquent aux maires et aux adjoints en fonction d'un taux d'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. La commune rentre dans une strate, 20 000, 49 999 habitants. Le taux maximum de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 90% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et le taux maximum de l'indemnité de la fonction d'un adjoint à 33% de ce même indice. Vous pourrez le dire dans le tableau ci-dessous. Les conseillers municipaux délégués peuvent percevoir une indemnité en fonction dans la limite de l'enveloppe globale intermédiaire de la base autorisée. L'enveloppe globale intermédiaire de la base autorisée est calculée comme suit. Une enveloppe globale égale une indemnité du maire à 90% de l'indice brut, plus l'indemnité d'un adjoint à 33% de l'indice brut, plus le nombre d'adjoints ayant reçu une délégation du maire. Une enveloppe exprimée en pourcentage de l'indice brut, 90% plus 33% fois 11 égale 90, plus 363% égale 453%. Désolé pour les chiffres. Enveloppe exprimée en euros à titre nominatif, 4 110 euros, 553% égale 18 620 euros, 66. Il appartient au conseil municipal de déterminer le taux de pourcentage des indemnités des adjoints et des conseillers délégués pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite de l'enveloppe globale intermédiaire de base autorisée. Il appartient également au conseil municipal de fixer les majorations qui peuvent s'appliquer aux maires, aux adjoints, aux conseillers délégués, deux conditions étant réunies pour la commune pour faire droit de leur application. À noter également que la commune est un siège de bureau centralisé du canton pour les élections, ce qui peut entraîner une majoration maximale de 15%. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer le taux des indemnités des élus municipaux de la façon suivante, selon le pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour le maire, 73%, pour un adjoint à 25%, pour un conseiller délégué 6,15%, pour un conseiller municipal 6%. Sur 22%, on a un total en niveau pourcentage de 452,40%. Je vous laisse voir le tableau. Il est maintenant proposé au conseil municipal d'approuver pour la majoration commune, siège de bureau centralisateur du canton, que les indemnités octroyées aux maires, aux adjoints conseillers délégués soient majorées sur la base de calcul retenant le taux maximum fixé par le législateur, 15%, de l'indemnité votée. Dire que les indemnités de fonction sont automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. Dire qu'en cas de cumul des mandats par un élu ou au cas de dépassement du seuil réglementaire, il y a un écrêtement de l'indemnité, majoration incluse, au profit de la collectivité en charge de l'écrêtement. Dire que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget de chaque exercice. Approuver l'annexe à la présentation des délibérations correspondant au tableau nominatif portant sur les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués exprimant un pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour les indemnités et les majorations. Dire que le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués, la présente délibération prend effet à compter du conseil d'installation du 28 mars 2026. Donner pouvoir à M. le maire pour exécuter la présente délibération. Monsieur le maire. Merci M. Mallard. Il y avait deux interventions. M. Préau. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur Mallard. La fixation du taux des indemnités des élus ne suscite sur le principe aucune opposition de notre part. Nous mesurons pleinement, pour l'avoir connu, l'investissement que requiert l'exercice des délégations, ce qui justifie légitimement leur indemnisation. Nous formulerons toutefois deux observations. D'abord, vous avez fait le choix de vous rapprocher presque intégralement du plafond autorisé pour une commune de notre strate, avec un total de 452,4 de l'indice brut pour un maximum de 453. Ce positionnement vous appartient, mais il ne manque pas de surprendre au regard de certaines prises de position exprimées ici même par le passé par plusieurs d'entre vous. Ainsi, M. Cavennec indiquait lors du conseil municipal du 15 juin 2020 que nous étions au taquet, disait-il, vous vous êtes voté le taux maximal que vous puissiez avoir. De son côté, M. Garcia déclarait le 12 décembre 2022, je cite, « Nous contestons le fait que vous soyez au taquet des majorations. » Et lorsque, M. le maire, vous avez interpellé en affirmant « Vous prendrez la décision quand vous serez élu, M. Garcia », vous lui avez répondu « Voilà, nous le ferons. » C'est dans le PV des conseils municipaux.
Dans le même esprit, M. Litière estimait, lors de cette même séance, que ce niveau traduisait une certaine forme de cupidité, ou plutôt, disait-il, une cupidité certaine. Quant à vous, Monsieur le maire, vous exprimiez en juin 2020 des réserves très critiques face au montant de l'enveloppe des indemnités des élus. Nous étions alors à 420%, vous êtes désormais à 452,4%. Nous nous interrogeons donc sur ce qui a pu, depuis, justifier une évolution aussi nette de vos positions. Car aujourd'hui, vous proposez donc, je vous dis, de faire évoluer l'enveloppe globale de 420 à 452,4% de l'indice brut. Cette progression s'explique en partie par la présence d'un adjoint supplémentaire, mais elle traduit néanmoins une hausse du montant total des indemnités, avec des conséquences concrètes et directes sur les finances de la commune. Pour nous, la parole de l'opposition a une certaine valeur, et cette délibération a un côté « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Elle interroge à minima sur sa cohérence par rapport à vos déclarations passées. Deuxième observation, Mme Escribano a à plusieurs reprises, au cours de nos séances, défendu l'idée selon laquelle les élus de l'opposition, au regard de leur engagement pour la commune, devraient pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Force est de constater que désormais, les propres collègues de Mme Escribano n'ont manifestement pas jugé utile de suivre cette position. Vous faites aujourd'hui un choix exactement inverse, et même plus que cela, puisque vous proposez en effet d'indemniser une conseillère municipale de la majorité qui ne dispose pas d'une délégation. Pourtant, le cadre juridique est clair. Si une indemnité peut être attribuée à des conseillers sans délégation, ce qui est légal dans les communes de moins de 5 000 habitants, dans la limite de 6% de l'indice brut, elle doit, cette indemnisation, reposer sur des critères qui sont objectifs, liés aux contraintes de la fonction, de la jurisprudence, et non sur des considérations liées à la personne ni à l'appartenance politique. C'est un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2014. Et la jurisprudence est sans ambiguïté sur ce point. Il n'est pas possible, il est illégal d'opérer une distinction entre les élus de la majorité d'une part et les élus de l'opposition de l'autre dans l'attribution des indemnités. Autrement dit, en l'état, votre délibération est illégale. Il y a une jurisprudence du tribunal administratif de Melun du 22 février 2017 qui, pour une délibération exactement similaire à celle que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui, dit cela. Et pour cela, en raison de cette illégalité, puisque la délibération ne pourra pas passer de contrôle de l'illégalité, elle ne pourra recueillir notre approbation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Prélo. Madame Fortin. Alors effectivement, mon intervention est proche de celle de M. Prélo et elle a trait effectivement à l'octroi d'une indemnité à la conseillère municipale. Donc effectivement, j'avais la même question. À quel titre comptez-vous donner cette indemnité? Et je me suis demandé effectivement pourquoi, si vous donnez une indemnité à une simple conseillère municipale, c'est pas péjoratif dans ma bouche, je ne suis qu'une simple conseillère municipale moi-même, pourquoi vous ne l'attribuez pas à l'ensemble des conseillers municipaux? Donc je n'ai pas toute la compétence technique de M. Prélo et je n'ai pas étudié l'aspect juridique, mais effectivement, pour ce point-là, je voterai contre cette résolution. Merci à vous. D'abord, apporter quelques éléments. C'est vrai que l'enveloppe globale connaît une augmentation de 8%, mais notamment parce qu'on a choisi d'avoir 11 adjoints et pas d'en avoir 10, comme ce fut le cas pendant votre mandat. Mais sachez que les indemnités qui sont données à ces 11 adjoints sont moins importantes que les indemnités que vous avez touchées, vous, 10 adjoints. Sachez que monsieur le maire Laurent Brosse touche une indemnité 13% supérieure à celle que je m'apprête à toucher. Et sachez qu'on a fait le choix assez horizontal de distribuer les indemnités à tous les conseillers municipaux ici qui ont une délégation. C'était aussi un choix. Nous avons donc tous baissé, le maire et les adjoints, nos indemnités pour que tous les conseillers ici qui ont une délégation puissent demain complètement s'adonner à leur tâche. Je tiens quand même à préciser que je toucherai une indemnité 13% moins importante que celle du maire précédent et je serai un maire à plein temps. Je ne conserve pas mon emploi, ce qui fait aussi une différence.
Concernant ensuite la question de la légalité de cette délibération, nous avons les services juridiques derrière, nous allons vérifier vos dires, et s'il s'avère que nous ne sommes pas dans la légalité, nous ferons le nécessaire, tout simplement. Merci à vous. Excusez-moi, monsieur le maire, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la justification de l'octroi d'une indemnité à une conseillère municipale, s'il vous plaît. Alors, Madame Fortin, deux choses. Quand vous voulez prendre la parole, vous levez la main, et je vous donnerai la parole. Premier point. Deuxième point, je vous ai répondu. Je vous ai dit que s'il s'avérait que ce que nous proposons ce soir n'est pas légal, c'est-à-dire que le fait d'attribuer une indemnité à une conseillère municipale qui n'a pas encore de délégation raccrochée, alors nous ferons le nécessaire. Et pour rentrer maintenant dans le détail, parce que vous voulez peut-être plus de détails, nous avons une conseillère municipale qui est ressortissante européenne. Et ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle obtienne sa nationalité française. Et puisqu'elle n'a pas sa nationalité française, elle ne peut pas avoir une délégation. C'est tout aussi simple que ça en réalité. Est-ce que ça répond à votre question d'importance? Alors oui, ma question, c'était pas sur l'aspect juridique, c'était effectivement sur la modification, mais moi j'aurais pensé que, effectivement, le jour où elle a une délégation, elle peut avoir une indemnité comme les conseillers délégués, et tant qu'elle ne l'a pas, je ne vois pas la justification. Je comprends ce que vous dites, mais bon, voilà, je n'irai pas plus loin, je ne vais pas vous embêter sur ce sujet. Mais vous ne m'embêtez pas. Merci à vous. On va passer au vote. Alors, on va devoir voter en deux fois. D'abord sur les indemnités, puis ensuite sur la majoration. Donc, concernant les indemnités que nous vous proposons, qui est contre? Donc, on en a 10 contre. Qui est pour? 29 pour. Et merci à vous. Deuxième point, la majoration. Qui est contre? Donc, la majoration, vous êtes pour, vous êtes contre, vous avez l'air d'hésiter. Vous ne savez plus ce que vous avez voté sur le mandat précédent, c'est difficile. Allez, lancez-vous. Qui est pour, qui est contre? Alors on y va. Qui est contre? C'est 10. Alors 10 voix contre. Qui est pour? 29. Donc c'est adopté. Merci à vous. À présent, passer à la délibération numéro 3. Monsieur Stéphane Mallard va la présenter. Merci. Le remboursement des frais de mission et déplacement des élus locaux. Le remboursement des frais dont les élus locaux s'acquittent dans l'exercice de leur mandat ou de leur fonction dépend d'une part de la nature des dépenses, frais de mission, frais de déplacement ou frais de représentation, et d'autre part des conditions dans lesquelles ces dépenses ont été engagées, les déplacements ordinaires ou l'exercice d'un mandat spécial. Que ce soit pour les déplacements ordinaires ou l'exercice d'un mandat spécial, le droit en vigueur fixe les règles en matière de frais de transport. Concernant ceci, les textes disposent que les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation d'une pièce justificative, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leur déplacement hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie qualité. Les frais de transport pour l'utilisation d'un véhicule personnel dont l'objet d'un remboursement forfaitaire dans la limite fixée par l'arrêté de l'État en vigueur. S'agissant d'autres moyens de transport, les conseillers municipaux bénéficient d'un remboursement aux frais réels d'une présentation sur le type de transport correspondant. Billets de train ou d'avion, de transport en commun, taxi, parking. Enfin, il n'est pas institué d'indemnité spécifique pour les frais de représentation du maire. Le conseil municipal doit toutefois déterminer si les frais de séjour ou frais de mission, hébergement et restauration feront l'objet d'un remboursement forfaitaire dans la limite des indemnités allouées par les textes légaux et réglementaires ou d'un remboursement aux frais réels. Il est ainsi proposé au conseil municipal de décider de rembourser les frais de séjour des élus d'un remboursement forfaitaire dans la limite des indemnités allouées aux fonctionnaires de l'État. Monsieur le maire. Merci Monsieur Mallard. Monsieur Moutenou, vous souhaitiez intervenir. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc l'objectif principal qu'on attend de cette délibération, c'est de définir précisément et sans ambiguïté quel type de mission autorise les élus à se faire rembourser leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration. Cette délibération telle qu'écrite est malheureusement très confuse et nécessite un éclairage de votre part pour permettre de nous positionner, voire une réécriture pour autoriser son vote. Tout d'abord, les caractéristiques des situations couvertes par ces remboursements.
Bon, j'ai bien noté 3 cas qui sont distingués dans la délibération. Le mandat spécial, le déplacement hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont les élus font partie est qualité, et le 3e, dit déplacement ordinaire. Le premier cas, le plus simple, les frais d'hébergement, de restauration et de transport effectués dans le cadre d'un mandat spécial. C'est bien encadré par une définition précise et ça correspond à quoi? À une mission ponctuelle autorisée par l'organe délibérant, autrement dit, voté en conseil municipal. Cette définition est claire, elle ne pose pas de problème. Par exemple, j'imagine qu'un déplacement d'une délégation à Ramsgate dans le cadre du jumelage rentre, et voté en conseil municipal, rentre dans ses remboursements de frais. Pas de problème, c'est encadré. Le deuxième cas, c'est les frais de transport effectués dans le cadre d'un déplacement hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont les élus font partie est-qualité. Alors là aussi, il y a une définition claire. Par exemple, j'imagine qu'un élu qui, on va le voter après, siégerait au CIVOM à Saint-Germain-en-Laye, on pourrait se faire payer des indemnités kilométriques quand il s'y rend, pour la question du véhicule personnel dans le cadre de la réunion de cette commission, et uniquement dans ce cadre. Toutefois, il y a le cas de GPSO qui n'est pas indiqué, et pourtant il pourrait y avoir un doute parce qu'il y a quelques articles qui concernent l'intercommunalité qui sont indiqués. Il est bien évident, mais je vous pose la question, que les élus siégeant à GPSO n'ont pas à se faire rembourser des indemnités kilométriques pour les organes délibérants, puisqu'ils ont déjà des indemnités à GPSO, mais ça peut mériter de clarifier parce qu'il y a ces petits articles qui m'interpellent dans la délibération. Alors le troisième cas est plus gênant, c'est les frais d'hébergement, de restauration et de transport effectués dans le cadre de déplacement ordinaire. Et cette notion de déplacement ordinaire ne constitue pas en elle-même une catégorie juridique ouvrant droit à un quelconque remboursement. À vrai dire, elle ne se réfère à rien du tout et il nous semble bien être un fourre-tout permettant de rembourser un petit peu tout et n'importe quoi. Donc cette formulation de déplacement ordinaire est difficilement conciliable avec les textes visés. Bon, je vous épargne la lecture, on pourra en discuter après, mais il suffit de reprendre les textes visés dans la délibération. Donc il faut bien clarifier à quoi on voit cette notion de déplacement ordinaire. Bon, à partir du moment où on a parlé des mandats spéciaux déjà et des déplacements hors de la commune pour des organes dans lesquels on siège, on ne voit pas ce que sont ces déplacements ordinaires qui ne renvoient à rien. Point suivant, pour les frais de représentation du maire, il faudrait peut-être clarifier ce que vous avez voulu indiquer par la mention finale. Il n'est pas institué d'indemnité spécifique pour les frais de représentation du maire. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que ça signifie, ce que ça implique et c'est-à-dire que vos frais de représentation n'ont pas de plafond? Je ne sais pas. Troisième point, vous noterez que la décision de la délibération porte sur le seul remboursement des frais de séjour que vous avez indiqué dans la délibération comme étant hébergement et restauration. J'en déduis que les frais de transport, eux-mêmes mentionnés dans le texte de la délibération, ne sont pas concernés par le vote, et donc pas remboursés ou indemnisés, et que la phrase sur les indemnités spécifiques des frais de représentation ne donne pas lieu à un vote non plus. Est-ce que vous pouvez confirmer et répondre à ces quelques questions, s'il vous plaît? Non. Non, ça va être compliqué, on va dire, on n'a pas du tout fait le détail sur tous ces points, parce qu'on ne s'est pas précipité pour savoir en quelle mesure on allait être remboursé telle ou telle dépense. Mais on peut comprendre que vous soyez tatillon, donc en fait, on va vous donner tous les éléments a posteriori. Et on fera le nécessaire avec les services pour ça, pour comprendre que vous soyez curieux de savoir. Ce n'était pas pour nous... en prenant nos fonctions, très honnêtement, une délibération sur laquelle on s'est interrogé très clairement sur quel point on allait se faire rembourser. Voilà. Oui. Ouais. Alors dans ce cas, M. Pratt, je vais faire comme mon ami Charles Prélo. Je vais vous rappeler ce que vous aviez vous-même dit en 2020 lors de la même délibération et à la place que j'occupe actuellement. Vous aviez dit sur la même délibération, qui était beaucoup plus simple, je crois qu'elle faisait 5 lignes à note. Et vous aviez dit, il me semble important de préciser un point concernant les élus municipaux, les frais de séjour de transport peuvent donner lieu à un remboursement dans des situations précises. Nous aimerions, enfin vous parliez, que ces précisions soient incluses dans la délibération lorsqu'il s'agit de l'exécution par les membres du conseil municipal d'un mandat spécial,
qui entraînent des déplacements, etc. Lorsqu'il s'agit d'une participation consignée aux instances, aux organismes, en dehors de la commune, pour lesquels ils siègent hors qualité. Et ça s'était arrêté là. Donc je vous encourage, peut-être pour la prochaine fois, à reprendre stricto sensu la délibération qu'on avait votée d'ailleurs à l'unanimité, puisque le maire de l'époque avait accepté l'amendement que vous aviez proposé et nous avions adopté à l'unanimité cette délibération. Oui, bien sûr, je ne cherche pas du tout à... Il me semble en revanche que vous aviez fait voter que vous auriez des remboursements sur facture. Il me semble que c'était sur facture, alors que nous on a choisi quand même de poser un cadre qui est celui de nous aligner sur les plafonds des frais de séjour des fonctionnaires d'État. On a quand même choisi un cadre pour essayer d'avoir tout de suite, si vous voulez, des plafonds. Donc il m'a semblé quand même qu'on a été un peu plus cadrant, malgré tout. On n'a pas fait d'intervention là-dessus, on l'a envisagé dans la délibération parce que ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc on n'a pas voulu faire d'intervention, c'est un choix que vous faites, que ce soit au forfait ou que ce soit au réel. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. On n'est pas rentré dans le sujet. C'est un choix qu'on le respecte, mais l'autre est respectable également. Il n'y a pas de problème sur ce point. Disons qu'au forfait, vous avez des plafonds tout de suite, alors que sur facture, c'est peut-être un peu plus flou. Bah non, parce que les factures, c'est clair. Donc nous, on va faire sur facture, ça évite de... Bon, vous voyez ce que je veux dire, on va faire de commentaires, mais c'est pas la peine qu'on fasse plus de commentaires que ça. Mais une facture, c'est une facture, un forfait... Bon. Oui, mais il faut bien le cadre. Non, il n'y a pas de problème. Moi, vous pouvez faire ce choix, c'est pas un problème pour nous. Ce choix, il est correct, l'autre, il est correct, on ne va bien pas là-dessus. On vous apportera toutes les précisions de toute façon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça nous empêche de voter... Enfin, ça nous conduit à voter contre la délibération si vous la faites voter. Très bien. On va la passer au vote. On vous apportera a posteriori les éléments qui vous manquent. Alors, qui est contre? 10 voix contre. Qui est pour? 29 voix contre. Donc c'est adopté. On va passer ensuite à la délibération numéro 4. Commande publique, modalité de dépôt des listes concernant les élections des représentants de l'Assemblée délibérante à la commission d'appel d'offres, CAO et commission de délégation de services publics. Alors, pour faire suite aux dernières élections municipales du 22 mars 2026 et du renouvellement du conseil municipal, il convient de renouveler également les membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics, CDST. Ce renouvellement étant effectué par les délibérations ci-après. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges, de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Toutefois, avant de procéder à la constitution de la commission par élection de ses membres, il convient de fixer les conditions de dépôt des listes en application de l'article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Dans la mesure où le Conseil municipal délibère librement sur les modalités de dépôt des listes, il est proposé à l'Assemblée délibérante de permettre le dépôt des listes lors d'une suspension de séance intervenant juste après le vote de la présente, ainsi que de la délibération à l'élection des membres de la CDSP. Les conditions de dépôt des listes de la COESV sont fixées comme suit. Les listes seront déposées auprès de Monsieur le maire lors de la suspension de séance évoquée ci-dessus. Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Les listes seront déposées sous format papier. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et suppléants de la CAO et CDSP telles que précisées ci-dessus. Donc là, ce que nous avons fait, c'est qu'on vous a contacté au préalable pour faire une liste commune et pour simplifier le vote. Donc on va mettre ça au vote à présent. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Une voix. Qui est pour? 38 voix. Donc, alors on enchaîne avec la 5, puisque les deux de toute façon vont être menés en même temps. Commande publique, constitution et composition de la commission d'appel d'offres. Le conseil municipal s'étant renouvelé, il y a lieu de procéder à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, celle-ci étant notamment chargée de choisir le titulaire d'un marché public normalisé.
Le maire ou son représentant étant président de droit, le conseil municipal est invité à désigner ses 5 représentants à la commission d'appel d'offres, 5 titulaires et 5 suppléants. Au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, au scrutin secret. Pour rappel, il est voté au scrutin secret pour les nominations, sauf si le conseil décide à l'unanimité de ne pas y recourir. Toutefois, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou si une seule liste a été présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Donc je déclare les listes suivantes se déclarent candidates. Alors est-ce qu'il y a d'autres listes, mis à part celles que nous avons vues ensemble? Non. Alors on y va. Liste commune CAO. Titulaire, Gaël Kalnek, Alexandre Garcia, Céline Bayer, Michael Litière, Charles Prélo. Suppléant, Stéphane Mallard, Maria Escribano, Anne-Marie Lecor, Nicolas Novazic, Jean-Jacques Husson. Je fais quoi, je pense. On va voter sur la liste commune CAO. Donc, qui est pour? Voilà. Donc ça fait 38 voix pour, qui s'abstient, une abstention et 0 contre. Nous passons à présent au vote concernant la liste commune CDST, qui est la suivante. Titulaire, Stéphane Mallard, Michael Litière, Céline Bayer, Nicolas Novazic, Josiane Simon. Suppléant, Maria Escribano, Anne-Marie Lecor, Lionel Seidenbinder, Christine Fouet, Charles Prélo. Pareil, qui est pour? Donc on est sur 38 voix pour, qui s'abstient, une abstention et 0 voix contre. Ça c'est adopté. Sur la délibération numéro 6, constitution et composition de la commission de délégation de service public. Je vais le faire, je suis désolé, c'est pas évident. On y va. 7. Constitution de la commission communale pour l'accessibilité. Conformément à la... Alors, je vais demander, est-ce qu'il y a un conseiller qui me donne la ligne? C'est la 7 pour moi. Et après, je passerai à la mise au vote. Alexandre? La 7? Merci Alexandre. Ok. Conformément à l'article L. 2143.3 du Code général des collectivités territoriales, la Commission communale pour l'accessibilité dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112.1 du Code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle est destinataire des projets d'agenda accessibilité programmés prévus à l'article L. 165.1 du Code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal. Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 165.5 du Code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionné au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal. La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour par voie électronique la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logement accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Enfin, c'est au maire qu'il revient de présider la commission et qui arrête la liste de ses membres. Vu l'article L. 2143.3 du Code général des collectivités territoriales, considérant que cet article impose la création d'une commission communale pour l'accessibilité dans les communes de plus de 5000 habitants, considérant que cette commission est présidée par le maire et est composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées
par tous les types de handicap, notamment physiques, sensoriels, cognitifs, mental, psychiques, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques, ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Considérant que M. le maire établit ensuite la liste des membres par arrêté, conseil municipal, il est proposé qu'il délibère et qu'il approuve la création de la commission communale pour l'accessibilité. On précise que la liste des membres de la commission communale pour l'accessibilité sera arrêtée par M. le maire conformément aux dispositions de l'article 2143.3 du CGCT. Merci. Merci, Monsieur Garcia. Nous allons mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, 39 voix. Merci. Nous allons à présent déterminer le nombre d'administrateurs du CCAS. Les CCAS ont la charge de l'action sociale dans les communes. Le CCAS gère les établissements d'hébergement pour personnes âgées ou les services à domicile. Il met en œuvre des actions d'animation ou de soutien, lutte contre l'isolement, maintien du lien social, accès à la culture et aux loisirs, actions de prévention, adaptation du logement. Ces principaux domaines d'action concernent la lutte contre l'exclusion et l'accès aux droits, le soutien aux seniors, le soutien au logement et à l'hébergement, la petite enfance, jeunesse, le soutien aux personnes en situation de handicap. Il attribue également des aides financières de type secours d'urgence, aide en nature, prêts sans intérêt, aide alimentaire, chèque d'accompagnement personnalisé. Le CCAS est géré par un conseil d'administration composé d'administrateurs dont le nombre de membres doit être fixé par délibération du conseil municipal. Le conseil d'administration du CCAS est présidé de droit par le maire. Le dit conseil comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres de la société civile nommés par M. le maire. Il est ainsi proposé au conseil municipal de fixer à 6 le nombre d'administrateurs du CCAS à parité d'élus municipaux et de membres issus de la société civile. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, pour 39 voix. Délibération numéro 9. Désignation des administrateurs issus du conseil municipal. Comme présidé dans la délibération précédente, il y a donc 6 élus à élire au sein du conseil, comme administrateur du CCAS. Je précise qu'il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseil municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Les éléments techniques de calcul de ce scrutin sont les suivants. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus grands restes. Le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restants à pouvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Le vote a lieu au scrutin secret. Je rappelle que le maire est président de droit du CCAS et que je ne peux donc pas être élu sur une liste. Alors, on a reçu du coup plusieurs listes et on va pouvoir procéder au vote. 3 listes. Je vais quand même les lire pour que le public puisse savoir et pour la transparence. Voilà. Laurent Robert sera secrétaire de séance. Madame Fortin et un membre du groupe de Laurent Moutenot pour le dépouillement. Superviser les opérations. Voilà. Les 3 personnes qui sont nommées ici pourront superviser les opérations, s'il vous plaît. Laurent Robert, Madame Fortin et un membre du groupe de M. Moutenot. Les 3 listes sont les suivantes. La liste A, présentée par la majorité. Miguel Angemonge, Dominique Flandre, Stéphane Mallard, Anne-Marie Lecor, Louisa Valdez-Cassas et Christine Fouette. Dans les groupes minoritaires, il y a la liste B, Joël Devos, Marie-Claude Rebriand, Laurent Moutenot, Sophie Deportes, Jean-Jacques Husson, Josène Simon. Et la liste C, conduite par Madame Fortin.
On a une petite coquille dans le document, c'est un détail, mais je le précise quand même. Il est proposé donc sur le vote du CCAS au conseil municipal de fixer à 12 le nombre d'administrateurs, à parité d'élus 6 et de membres issus de la société civile 6. Alors, les résultats sont les suivants. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 39. Bulletin blanc, 0. Nombre de suffrages exprimés, 39. Pour la liste A, nombre de voix obtenues, 29, ce qui correspond à 5 sièges. Liste B, 9 voix obtenues, ce qui correspond à 1 siège. Liste C, 1 voix obtenue, ce qui correspond à 0 siège. La liste est donc la suivante: Miguel-Ange Monge, Dominique Flandre, Stéphane Mallard, Anne-Marie Lecor, Louisa Valdez-Cassas et Joël de Rousse. Voilà. Nous allons à présent désigner les représentants de la ville au conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD Richard. Il convient à présent de désigner 3 représentants du conseil municipal au conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD Richard. Il est proposé au conseil municipal de désigner pour représenter la ville de Conflans au conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD Richard les élus suivants. Donc la proposition: Emmanuel Chouten, Christine Fouet et Anne-Marie Lecor. Nous allons mettre au vote cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 10 abstentions. Et qui est pour? 29 voix pour. Nous allons à présent désigner les représentants au conseil municipal dans les établissements scolaires du second degré. Il est proposé au conseil municipal de désigner pour représenter la ville de Conflans dans les établissements scolaires du second degré. Pour les collèges, collège des Hauts-Traits, Tarek Erban, et en suppléant Raphaël Prats. Samuel Paty, le collège Samuel Paty, en titulaire Raphaël Prats, en suppléante Chiara Panunzio. Collège Montaigne, titulaire Vera Arzumanov, suppléante Tarek Erban. Concernant le lycée Jules Ferry, titulaire Vera Arzumanov, suppléante Chiara Panunzio. Lycée Simone Veil, titulaire Vera Arzumanov, suppléant Grégory Zerjal. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 voix pour l'abstention, qui est pour? 29 voix pour. Nous passons à présent à la désignation des représentants du conseil municipal à l'école régionale du premier degré ERPD. Il est proposé au conseil municipal de désigner pour représenter la ville de Conflans
À l'école régionale du premier degré, les titulaires suivants, Anne-Marie Lecor et Grégory Zerjal, et les suppléants Chiara Annunzio et Olivier Gerbeau. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 voix. Qui est pour? 29 voix pour. Nous passons à présent à la désignation des représentants du conseil municipal à l'école Saint-Joseph. Il est proposé au conseil municipal de désigner pour représenter la ville de Gonflans-Sainte-Honorine à l'école Saint-Joseph, pour titulaire Vera Arzoumanov, en suppléant Grégory Zerjal. Qui est contre? Il y avait une intervention de Mme Fortin sur cette... Excusez-moi, Mme Fortin. Allez-y. J'avais aussi demandé une intervention pour le CCAS, mais si vous me permettez, je la ferai en fin de peut-être conseil municipal. Bien sûr. Ok, merci. L'école Saint-Joseph est une véritable institution conflanaise. Fondée en 1856, elle est aujourd'hui une école catholique sous contrat avec l'État, accueillant près de 400 élèves, de la maternelle au primaire, dont une majorité est issue de notre commune. Située sur les hauteurs du Vieux-Conflans, entre la tour Montjoie et l'église Saint-Maclou, elle fait partie intégrante du paysage et de l'image emblématique de notre ville. Les Français sont globalement attachés à l'existence de l'enseignement privé. Environ 7 Français sur 10 y sont favorables et plus d'1 sur 2 déclarent qu'ils préféreraient y scolariser leurs enfants. Ils y voient souvent un cadre perçu comme plus exigeant, un meilleur suivi des élèves et des conditions favorables à la réussite. D'un point de vue financier, un élève scolarisé dans le privé représente en moyenne un coût inférieur pour la collectivité par rapport au public, notamment en raison de la participation des familles. Le Rassemblement national, pour sa part, défend la liberté de choix des familles. Dans cette logique de pluralisme de l'offre scolaire, il soutient le principe du forfait communal et le financement par l'État des établissements privés sous contrat. Nous serons donc vigilants sur la permanence du soutien de la municipalité à l'école Saint-Joseph au travers du forfait communal. Merci. Merci, Madame Fortin. Nous aussi, nous sommes attachés à l'école publique, nos écoles à caractère religieux, peu importe. On est attaché à l'école tout court. Dans votre propos, j'entends comme une critique en creux de l'école publique. Et je veux dire ce soir tout l'attachement que nous avons dans ce conseil pour l'école publique. Pour autant, nous serons toujours du côté de l'école, qu'elle soit publique ou privée. Voilà, si c'est ce que vous avez besoin d'entendre pour être rassuré. Donc on reprend sur désignation des représentants du conseil municipal à l'école Saint-Joseph et en titulaire, nous allons proposer Vera Arzoumanov, suppléant Grégory Zerjal. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 voix pour l'abstention. Qui est pour? 29 voix pour. Nous allons à présent désigner les représentants du conseil municipal dans les établissements scolaires primaires. Je précise que les maires ou son représentant pourront être désignés par arrêté et un membre de droit du conseil d'école. Cela fait donc 2 représentants par école, le maire ou son représentant, ainsi que l'élu qui sera désigné dans le cadre de cette délibération. Il est ainsi proposé au conseil municipal de désigner pour le représenter dans l'établissement scolaire de la ville 2 points. Groupe scolaire Basse-Roche, Alexandre Garcia, Claude Andron, Vera Arzoumanov, Longchemin, Gervaise Asseminou. Groupe scolaire Chenevière 3 Sapin, Ludovic Serin et Dominique Flandre. Groupe scolaire Croix-Blanche, Vera Arzoumanov, Henri Dunant, Dominique Flandre. Groupe scolaire des Grandes Terres, Vera Arzoumanov. Groupe scolaire Paul Bert, Lionel Sedenbinder, Gaston Rousset, Vera Arzoumanov. Confluent, Caroline Etrich. Groupe scolaire Plateau du Moulin, Grégory Zerjal. 4 Vents, Vera Arzoumanov. Côte-Reverse, Ashwin Donald. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui est pour? 29 voix pour. Passons à présent à la désignation des membres du conseil d'administration de la régie personnalisée du théâtre Simone Signoret. La régie, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée Régie du théâtre Simone Signoret, a été créée par délibération du 26 juin 2017. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, cette dernière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur. Comme l'indiquent ces statuts, adoptés par la délibération du numéro 22 en date du 26 juin 2017, puis modifiée par délibération numéro 11 du 12 décembre 2022, la régie est dotée d'un conseil d'administration composé de 7 membres, issus du conseil municipal et d'une ou plusieurs personnes qualifiées. Excusez-moi pour cet bégaiement, la lecture n'est pas simple.
17. Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire, pour une durée ne pouvant excéder la limite de durée du mandat municipal. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de désigner les personnes suivantes pour participer au conseil d'administration de la région. Chiara Panunzio, Ludovic Serin, Miguel Ange-Monge, Caroline Etrich, Emmanuel Chouten, Christine Fouet. Nous proposons également la présence de Madame Devos, qui fait partie de votre groupe, Monsieur Moutenot. Et vous avez le choix ou non de l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, c'est une main tendue, puisque nous n'avons pas toujours eu cette chance dans l'opposition. Si vous l'acceptez, nous accueillerons votre décision avec plaisir. Oui, monsieur Moutenot. Oui, j'avais proposé une intervention sur ce sujet. Alors nous souhaitons, je vous remercie de cette proposition. Je rappelle qu'il y a toujours eu un élu d'opposition au conseil d'administration, donc je vous remercie, mais néanmoins nous avions la même démarche que nous étions dans la majorité. Et la personne que nous souhaitons proposer pour ce conseil est Sophie Deportes. Joël Devos, Sophie ayant été ancienne présidente du conseil, il me paraît la personne, il nous souhaite, est la personne la mieux indiquée pour ce rôle, sachant que Joël, Madame Devos a déjà un rôle au CCAS dont on a parlé tout à l'heure. Donc la cohérence est là, et donc nous souhaitons Madame Deportes. Alors justement, et Madame Deportes n'en prenait pas ombrage, mais c'était étant donné votre investissement passé au sein de ce conseil d'administration et pour éviter de brouiller les pistes avec notre nouvelle équipe au sein du théâtre, nous ne souhaitons pas reconduire Madame Desportes, justement. Alors, vous pouvez vous laisser le choix pour choisir quelqu'un d'autre dans votre équipe. Mais oui, Joël était présent. Alors, non, monsieur Prats, c'est gentil, hein, mais l'argument ne paraît pas recevable parce que Joël Devos était déjà au CCA, donc pour avoir le même argument. Et puis, de toute façon, Charles Palot me fait remarquer qu'il était président de la CAO. L'argument n'est pas recevable, au contraire. Elle a l'expérience, elle a la vision de ce qu'il a fait avant, le choix paraît, je suis désolé vraiment d'insister, mais paraît complètement logique et la réponse que vous donnez n'est pas cohérente avec les autres positions. Donc nous confirmons notre demande pour Sophie Desportes. Madame Desportes a été élue à la culture pendant le mandat précédent. Nous avons d'autres ambitions pour la culture. Pour autant, on vous tend la main. Donc si vous décidez de proposer quelqu'un de votre équipe autre que Madame Desportes, nous l'accepterons. Si vous ne l'acceptez pas, on passera au vote en remplaçant Madame le membre qu'on avait choisi le siège qu'on avait choisi de vous donner. Non mais écoutez, non, moi je confirme la position de notre groupe. C'est quand même assez curieux que la majorité demande à l'opposition, les représentants, il ne me semble pas que cette pratique ait été faite avec vous, merci à son contraire. Très bien. Que vous annoncez quand même c'est noté. Vouloir faire participer l'opposition. C'est quand même merci Monsieur Moutenot. Donc, vous n'aurez donc pas de siège dans cette commission. Et donc il y aura donc Chiara Panunzio, Ludovic Serin, Miguel Ange-Monge, Caroline Etrich, Emmanuel Chouten, Christine Fouet, et nous mettrons en personnalité extérieure Sandra Merveille. Voilà, nous allons passer au vote. Monsieur Pratt, je suis désolé, mais c'est pas du tout acceptable. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont s'administrait ce conseil sur le mandat précédent. Il me semble qu'on demandait la parole et on avait un peu de bienséance. Donc, à partir de maintenant, nous allons mettre au vote la proposition de la liste que je viens de vous donner. Qui est contre? 10 voix contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Qui est pour? 29 voix pour. Adopté. Merci. Nous passons à présent à la désignation du délégué pour représenter la ville au Comité national d'action sociale. Conformément au statut du CNAS, dont la ville est adhérente, le conseil municipal est invité à désigner son représentant. Il donc propose au conseil municipal de désigner pour représentant la ville de Conflans, au Comité national d'action sociale, Anne-Marie Lecor. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui est pour?
29 voix pour, adopté. Syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Germain-en-Laye, section Fourrière, élection des représentants communaux. Depuis le 1er janvier 2017, la commune a adhéré au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Germain-en-Laye, section Fourrière, pour lequel le renouvellement du conseil nécessite de désigner de nouveau 2 titulaires et 2 suppléants. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner les élus suivants qui siégeront au comité syndical du CIVOM. Titulaire Aurore Robert et Raphaël Prats, suppléant Élise Serin et Olivier Gerbeau. Mise au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui est pour? 29 voix pour. Adopté. Délibération 18. La commune a adhéré au syndicat Sifuret, service extérieur des pompes funèbres, crématorium et site cinéraire, et à sa centrale d'achat par délibération numéro 21 du 30 juin 2025. Pour rappel, l'adhésion du Sifuret ainsi qu'à sa centrale d'achat avait pour but la prise en charge d'inhumation annuelle de personnes dépourvues de ressources, de déléguer la mission de service public extérieur des pompes funèbres, et d'accéder via la centrale d'achat, pour les familles comme pour la commune, à des prestations offrant un tarif réglementé et avantageux, ainsi qu'un accompagnement juridique dédié. La délibération susvisée avait nommé 2 représentants, un titulaire, un suppléant, au sein du comité syndical. Le conseil municipal ayant été renouvelé, il y a lieu de désigner de nouveaux représentants. Il est en ce sens proposé au conseil municipal de désigner M. Stéphane Mallard en qualité de délégué titulaire, Mme Anne-Marie Lecor en qualité de délégué suppléant. Mise au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui est pour? 29 voix pour. Adopté. Désignation du correspondant défense pour la commune du Conflent. La fonction de correspondant défense répond à la volonté d'associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense et de développer le lien avec ces questions grâce aux actions de proximité. Chaque commune de France est de ce fait appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. La mission des correspondants défense s'organise autour de 3 axes qui sont la politique de défense, le parcours citoyen ainsi que la mémoire et le patrimoine. Les correspondants défense sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires dans leur commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations dites armée-nation. Ils relaient les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des habitants de leur commune en les orientant, le cas échéant, vers les relais professionnels pouvant renseigner sur les carrières militaires, les volontariats et la réserve militaire. Il convient de désigner le correspondant défense de la ville de Conflent-Sainte-Honorine. Il est ainsi proposé au conseil municipal de désigner Mme Aurore Robert comme représentante défense de la ville de Conflent-Sainte-Honorine. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui est pour? 29 voix pour. Adopté. Désignation du représentant de la ville de Conflent-Sainte-Honorine au sein des instances de la CPL Citalia. Par délibération en date du 20 mars 2023, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la prise de participation de la ville de Conflent au capital de la société publique SPL Citalia. Au regard du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de redésigner le représentant de la ville au sein des instances de la CPL. Il est proposé au conseil municipal de désigner M. Raphaël Prats en tant que représentant de la ville de Conflent-Sainte-Honorine dans les instances de la CPL Citalia. Mise au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui est pour? 29 voix pour. Adopté. Délibération numéro 21. Désignation du représentant de la ville de Conflent-Sainte-Honorine au sein du groupement d'intérêt public GIP Maximilien. Maximilien est un groupement d'intérêt public existant depuis 2014. Il consiste en une plateforme de dématérialisation des marchés publics utilisée par un grand nombre d'acheteurs publics franciliens. Le GIP Maximilien propose à tous les acheteurs publics d'Île-de-France un portail commun pour les marchés publics franciliens, rassemblant annonces de marché, plateforme de dématérialisation, mise en réseau d'acheteurs publics, télétransmission des actes au contrôle de légalité, portail de signature électronique. La ville a adhéré au GIP en 2022 et utilise sa plateforme de dématérialisation des marchés publics, notamment depuis cette date. Au regard du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de désigner le représentant de la commune ainsi que son suppléant au sein du GIP. Dès lors, il est proposé au conseil municipal de désigner Mme Céline Mayer comme représentante au groupement d'intérêt public Maximilien et M. Gaël Kellonec comme représentant suppléant. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions. Qui est pour?
29 voix pour, adopté. Création d'un comité consultatif des marchés forains, et cette délibération sera traitée par M. Litière. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs nombreux dans le public. Cette délibération a pour objet la création d'un comité consultatif des marchés forains pour la durée du mandat municipal en cours. Cela permettra une instance de dialogue entre la ville, les commerçants des marchés et les différents acteurs concernés, autour notamment des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des marchés forains. Il pourra être consulté sur les sujets liés à leur implantation, leur fonctionnement, mais aussi leur attractivité. L'objectif est donc de disposer d'un cadre d'échange structuré au service de la qualité des marchés. Il est proposé que ce comité soit composé de 6 membres, le maire ou son représentant désigné, 2 élus municipaux et 1 représentant des commerçants par marché, donc 3 représentants, avec un suppléant par marché. À noter que le délégataire ainsi que les services municipaux concernés pourront également participer aux travaux du comité, mais ils n'auront pas de voix délibérative. Il est donc demandé ce soir au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur qui a été annexé à la délibération et d'autoriser M. le maire à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération, notamment pour la future désignation des membres et l'organisation de son fonctionnement. Je vous remercie. Merci M. Litière. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 10 abstentions, Madame Fortin? Vous êtes pour, pardon. Et qui est pour? Donc 30 voix pour et 9 abstentions. Vous aviez une question, Madame Fortin, sur le CCAS, et on va pouvoir la traiter maintenant puisqu'on a fini le conseil, et donc on vous écoute. Alors, ce n'est pas tout à fait une question, c'est plus un témoignage. Vous avez parlé de votre volonté de vouloir, à terme, j'imagine, laisser le public s'exprimer. Vous avez parlé, effectivement, on a parlé du CCAS à l'occasion de l'élection de ses représentants au conseil d'administration. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'électorat du Rassemblement national est très populaire, et à ce titre, je reçois des témoignages de Conflans sur leur difficulté d'accès à l'aide locale à Conflans. Donc, si vous m'autorisez, je voudrais lire un de ces témoignages parce que ça permettra à vos représentants de voir effectivement quelles sont les attentes et le ressenti et la souffrance d'un certain nombre de nos habitants. Voilà. Donc, je vous le lis. Honteux, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit lorsque je ressors du CCAS des Conflans avec le refus de la moindre aide alimentaire. Âgée de 74 ans, je vis seule. Sortant de 2 mois d'hospitalisation, les restos du cœur étant fermés, je me suis rendue au CCAS afin d'être inscrite au centre rue de Cayenne pour 3 fois seulement. J'ai eu l'occasion de m'y rendre 3 fois en 2025. Malheureusement, cette association n'est pas pour nous. Français de souche isolés avec très peu de moyens. C'est très dommage car il y a beaucoup plus de fruits et de légumes qu'au resto. Lorsqu'on nous tolère, on doit attendre à partir de 15h au lieu de 13h30 pour faire la queue dehors, et bien entendu, il y a beaucoup moins de choix. Mais cette fois, malgré la fermeture des restos, on ne m'a pas permis d'y aller. Je suis repartie du CCAS avec les larmes aux yeux. Aucune aide, ni chèque alimentaire. Je suis écœurée de cette différence évidente entre les personnes. Voilà, ce ne sont pas mes paroles, c'est un message que j'ai reçu. Cela dénote effectivement la souffrance et le ressenti d'un certain nombre de nos habitants. Cela illustre que beaucoup de nos nationaux sont en grande précarité et sont dans le besoin, et que effectivement, comme partout en France, à Conflans, il y a beaucoup à faire pour que l'aide nécessaire soit apportée aux plus pauvres des Français. Merci Madame Fortin. Ce que je retiens dans votre propos, c'est qu'il y a visiblement un administré qui a reçu un accusé de nous recevoir au CCAS. Eh bien, vous vous rapprocherez de nos services à la fin de ce conseil, vous nous transmettrez son nom, et puis il sera reçu à nouveau au CCAS, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas, comme tout le monde, bénéficier des mêmes services. Merci, Monsieur le maire. Le prochain conseil municipal aura lieu le 18 mai. Oui. Monsieur le maire, j'aurais une question à la place. Nous nous étonnons de l'absence de délibération sur le règlement intérieur, sur la commission urbanisme et la commission des finances, qui sont les principales commissions de la ville. Est-ce un oubli de votre part ou... Merci Monsieur Husson, oui bien sûr. C'est reporté au mois de mai. Je vous en remercie.
Ce conseil s'achève. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée aux confrères, bonne soirée aux conseillers municipaux. À bientôt.